Bonjour à tous. Alors, d'où est-ce que je parle? Pourquoi moi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Je suis enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle et j'ai été confronté, parce que je suis chercheur en sciences de l'évolution, j'ai été confronté moi-même à des phénomènes que vous connaissez certainement, vous en tant qu'enseignant, c'est la contestation des contenus même du savoir généré par les chercheurs, par ceux qui sont supposés en bénéficier, que ce soit des adultes, que ce soit des élèves. Vous en témoignerez peut-être aujourd'hui ici. En tout cas, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours accompagné mon travail de chercheur de formation permanente des enseignants. Et depuis 10 ans, 10-12 ans, il y a une recrudescence de témoignages de la part des enseignants eux-mêmes, et en particulier des enseignants du secondaire, de phénomènes de contestation motivée du contenu même de l'enseignement dans l'espace de la classe. Ça ne concerne pas que les SVT, ça concerne aussi l'histoire, ça peut concerner l'éducation physique et sportive. Enfin voilà. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment répondre de manière laïque et didactique à des contestations même de l'enseignement au cœur de la classe. Est-ce qu'un individu, quel que soit son âge, au motif qu'il bénéficie d'une égalité en droit à l'expression personnelle, qu'il bénéficie de la liberté de conscience en quelque sorte, ce qui est un autre aspect de nos démocraties républicaines, est-il légitime qu'un élève conteste publiquement un savoir? Plutôt, je devrais le dire autrement, si un élève peut objecter, peut-il réclamer pour son objection le même degré de légitimité que celui d'un savoir véhiculé par l'enseignant? Donc il y a deux questions là-dessous. La première, c'est quels sont les périmètres de légitimité des assertions sur le monde? Et puis la deuxième, c'est comment distinguer si, par exemple, dans l'espace de la classe, ce sont les savoirs qui sont légitimes et non pas les opinions individuelles? Sous quels critères le sont-ils? Et qu'est-ce qui distingue finalement un savoir d'une opinion? Qu'est-ce qui distingue un savoir d'une croyance? Qu'est-ce qui distingue un savoir d'une croyance religieuse? Et c'est là que je souhaite intervenir aujourd'hui. J'essaye d'épauler mes collègues enseignants avec une didactique de la distinction entre savoir, croyance et opinion. Mais parlons d'abord de légitimité avant de s'engager dans une distinction des quatre notions. Pourquoi est-ce que j'ai mis Condorcet ici en effigie? C'est parce que, finalement, c'est Condorcet qui va rendre le savoir légitime dans l'espace de la classe. Vous le savez, en 1791, Condorcet est celui qui rédige le premier projet scolaire de la Première République française. Et ce premier projet scolaire est supposé tirer tout le monde vers le haut, si je peux le dire comme ça, dans le sens où, fidèle à l'esprit des Lumières, Condorcet considère que la raison est émancipatrice. Et si on veut que les futurs citoyens puissent jouir de leurs droits et exercer leurs devoirs, eh bien, c'est sur la raison qu'on va tabler pour que cette citoyenneté soit effective. Je vous rappelle que ce qui régit le statut de l'individu dans l'espace public sous l'Ancien Régime, je ne vous apprends rien, c'est la sujétion de l'individu en la personne du roi. Et évidemment, vous n'étiez pas libre d'avoir une autre conscience que celle édictée par le roi, qui lui-même était le représentant de Dieu sur terre. Donc c'est ce qu'on appelle le régime absolutiste. Et le pouvoir religieux à l'époque et le pouvoir politique étaient un seul et même pouvoir. Et je vous rappelle que l'Église avait le monopole de l'éducation. Et donc évidemment, à l'école, c'était pas le savoir et certainement pas le caractère dynamique des savoirs qui était le contenu de l'enseignement, mais les prescriptions du texte sacré. Alors, on n'appelle pas ça Révolution française pour rien, c'est une véritable révolution que de faire le pari du statut de l'individu, du futur individu ou du futur citoyen dans une république démocratique. C'est pas rien que de dire l'individu, son statut va être non plus déterminé par la sujétion de l'individu à un représentant de Dieu sur terre, mais son statut va être celui d'un citoyen libre et égaux en droit au pluriel, en tout cas en droit, oui. Alors, ça nous amène à cette idée que enseigner un savoir scientifique dans l'espace de la classe, c'est pas gratuit en fait. Ça tombe pas du ciel. C'est une décision politique qui a été prise à un moment donné de l'histoire, et déjà ça, je pense que ça met les enseignants
quelque part, droit dans leurs bottes. On est en République, on est dans une démocratie républicaine ici en France, et on est à l'école pour, je ne vous apprends rien, bénéficier d'un socle minimal commun de représentation sur le monde, là dehors, de manière à ce qu'on puisse jouir de nos droits et exercer nos devoirs, de manière un peu cohérente. Parce que s'il n'y a pas un minimum de représentation du monde commune, on va avoir du mal à se mettre d'accord dans l'arène des citoyens, que ce soit à l'Assemblée ou ailleurs. S'il y en a pour qui il faut que la Terre soit plate, vous allez concevoir difficilement la gestion des voyages, vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a pour qui l'attraction terrestre est une chimère, on les laisse sauter par la fenêtre, non non, là, je blague, mais quand on parle de vaccination, ça rigole plus. Vous voyez ? Là, vous touchez du dur, là. Vous êtes dans le dur avec la vaccination. La vaccination, ce n'est pas une affaire d'opinion personnelle. Même dans les institutions scientifiques, vous rencontrez des individus qui vous disent « m'obliger à me vacciner, c'est contre ma liberté ». Non, stop, tu vis dans une société, mon mec. La vaccination, c'est une question collective. Et donc, si on n'a pas le socle minimal rationnel commun pour expliquer pourquoi il est important de se vacciner dans une population, s'il n'y a pas les connaissances minimales pour comprendre le pourquoi du comment, en effet, on se retrouve devant des postures qui sont oublieuses de ce sur quoi repose l'effectivité de notre vie collective. Hein. Donc, mobiliser les sciences dans l'espace de la classe pour déjà comprendre comment ce socle commun de connaissances est généré, apprendre évidemment des contenus de connaissances. C'est le projet d'une démocratie républicaine. Et à un élève qui conteste un savoir, on peut lui dire qu'il peut toujours contester, mais que sa parole ne sera pas plus légitime que celle du savoir scientifique, qui est une production collective. On va y venir dans un instant. Est-il légitime, l'élève, lorsqu'il conteste un savoir au motif qu'il n'est pas conforme à son opinion personnelle ou à sa croyance religieuse? Eh bien, il faut d'abord qu'on arrive à caractériser ce qui distingue les trois, mais aussi à dire que la règle du jeu dans l'espace scolaire, qui est un espace politique par excellence, la règle du jeu, c'est de mettre les savoirs au devant de la scène. Et c'est Condorcet qui pose les jalons de ce cadre, en fait, que vous connaissez déjà. C'est comme la raison est émancipatrice pour l'esprit des Lumières, c'est tout naturellement que les sciences, sans l'avoir voulu, sans avoir même été faites pour ça, c'est tout naturellement que les sciences se retrouvent passivement compatibles avec le projet républicain tel que nous le vivons en France. C'est normal d'enseigner des sciences à l'école en France, mais je vous rappelle qu'il y a des portions entières de sciences qui ne sont pas recevables dans certains programmes scolaires de certains pays. C'est bien que enseigner de la science, c'est un acte politique. Ou ne pas l'enseigner, c'est un acte politique aussi. Les sciences de l'évolution, par exemple, l'évolution biologique dans le secondaire n'est pas recevable en Turquie, n'est pas recevable en Irlande, ni en Bulgarie, ni en Roumanie, ni en Grèce, ni dans certains États des États-Unis d'Amérique, ni dans certains cantons suisses. Je vous garantis qu'enseigner l'évolution, ça ne va pas de soi, en fait. Tout dépend sur quelle base le pays a décidé de construire son régime politique. Les États qui ont un programme politique qu'on appelle théocratique, eh bien, les États théocratiques ne veulent pas entendre parler de la notion de genre, ne veulent pas entendre parler de la notion d'évolution. Pourquoi ? Parce que c'est le fond philosophique. C'est le fond philosophique du régime qui n'est pas compatible avec l'autonomie des sciences. Je vais vous le faire court. L'essentialisme qui habite les monothéismes n'est pas dissoluble dans l'évolution. Si je vous dis que pourquoi les bébés chats ressemblent aux mamans chats, et si je vous dis que parce qu'à l'intérieur, il y a une essence de chat, que devient l'essence si le chat évolue en autre chose ? L'anthropologie et l'ethnologie ne sont pas bien reçues non plus. Il n'y a pas que l'évolution. Mesdames, vous faites la vaisselle parce que vous portez l'essence de la femme, et monsieur, vous réparez le moteur de la voiture parce que vous portez l'essence de l'homme. Quand les anthropologues vous disent que dans des populations, notamment au Gabon, des cérémonies qui régissent l'héritage après le décès d'une personne, d'un sexe biologique donné, la cérémonie doit être présidée par quelqu'un doté d'un certain degré de filiation par rapport au défunt et ayant le même genre, eh bien, si
la personne n'a pas le sexe biologique requis avec le degré de filiation requis, un mâle peut endosser les attributs d'une femme pour présider la cérémonie, et à l'inverse, si une femelle n'est pas disponible, et je fais exprès de parler de mâle et de femelle parce que c'est une terminologie biologique, eh bien ça peut être un homme ça peut être un mâle qui endosse les attributs de la femme, et puis à l'inverse, ça peut être aussi je mélange les crayons, un mâle une femelle qui endosse les attributs biologiques de l'homme. Voilà, vous m'avez compris, il y a une fluidité entre le genre social et le sexe biologique dont les régimes théocratiques ne veulent pas entendre parler. Et c'est normal puisque ça contrevient à l'essentialisme foncier dans lequel nos cultures sont enracinées, en fait. Donc tout ça pour dire que, j'arrête de citer des exemples, mais enseigner des sciences, c'est pas si évident que ça. Et donc les raisons pour lesquelles nous devons le faire sont ancrées politiquement. Alors, déjà, l'argument politique peut être mobilisé, mais après, il y a aussi des arguments, on va dire, cognitifs que l'on peut mettre en évidence, en tout cas d'une manière didactique. Je vous propose, de la manière la plus simple qui soit, d'essayer d'examiner si ce qui est dit est assumé à titre collectif ou assumé à titre personnel. Si c'est collectif, je mettrai un C, si c'est personnel, je mettrai un P. Et sur la colonne de droite, j'examine si ce qui est dit peut se justifier rationnellement par celui qui affirme, par celui qui sait, en fait. Donc je mets un J dans la colonne si je peux le justifier rationnellement, et dans la colonne, je vais mettre un A si je m'en remets à quelqu'un ou à quelque chose, ce qu'on appelle le principe d'autorité. Alors les savoirs, il y a au moins une définition minimale du savoir dont la racine étymologique est la même que celle du mot science. Quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. C'est-à-dire quand je sais, je peux justifier rationnellement les raisons que j'ai de tenir ce qui est dit pour fiable. Je vais mettre un J dans la colonne de droite. Le travail scientifique est un travail de justification permanente. En fait, en science, toute affirmation reste fiable tant qu'elle n'a pas été réfutée par une mise à l'épreuve. Et lors de cette mise à l'épreuve, le savoir précédent est supposé se justifier. S'il y échoue, eh bien, il sera remplacé par un autre savoir. Bon, je ne vous apprends rien, vous savez que les savoirs scientifiques sont dynamiques. Il y a 5 ans, on donnait à l'espèce humaine 200 000 ans. Aujourd'hui, on donne à l'espèce humaine 300 000 ans. La découverte de fossiles en Afrique du Nord nous ont fait changer de résultat. Le savoir scientifique est légitime du fait même qu'il est dynamique. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai le mieux pour le moment. La science pose sur la table, propose des assertions qui fonctionnent comme des biens publics. Pourquoi ? Parce qu'elles sont érigées collectivement. Mais c'est surtout qu'elle ne prescrit rien, les scientifiques ne prescrivent rien de ce que vous devez faire de ce résultat. La science n'impose pas, elle propose. Elle propose des assertions qui sont fiables. On sait très bien que demain, ça peut changer. Ça fait souvent drôle à des élèves de collège ou de lycée quand on leur dit que la science est légitime parce que ce qu'elle produit est périmable. Ça leur retourne la tête. Ils ont une vision, au contraire, de l'affirmation scientifique en tant que vérité immuable, vérité avec un V majuscule. Alors on a 2 attitudes par rapport à ça. Par rapport à la connaissance scientifique, on peut avoir une attitude plutôt probabiliste ou fiabiliste, si je peux le dire comme ça. Il y a des degrés de fiabilité des assertions. On peut le traiter par degrés. La rotondité de la Terre, la fiabilité de l'affirmation est d'un niveau tellement élevé que j'arrive même pas à compter les virgules après le 99%. C'est pas de mal avec, on va remettre en cause la rotondité de la Terre, bien qu'on ait 9% de platistes, je vous rappelle, sur le territoire français, selon l'enquête Fondation Jean Jaurès IFOP. Par contre, il y a d'autres types d'affirmations sur lesquelles on est en train de discuter, et puis le degré de fiabilité, il est un peu moindre, et justement, ce sont des sujets sur lesquels il y a une controverse en cours, et que les scientifiques sont en train de se mettre d'accord entre eux. Mon ami Étienne Klein, lui, en parle un peu différemment de ça. Il présente les choses de manière un peu plus polarisée. Il utilise 2 mots différents. Je vous laisse choisir laquelle des pédagogies il faut adopter. Étienne dit « J'appelle la science l'ensemble des résultats bien stabilisés, tellement bien stabilisés qu'on sait que ce n'est pas de mal à veille qui vont être mis en cause.
Et puis j'appelle recherche les affirmations qui sont en cours d'élaboration ou en cours d'affinage. Et voilà, il y a la recherche actuelle et puis il y a la science froide. Alors, il y a la science chaude, celle qui est en train d'être discutée, et puis il y a la science froide, celle qui est quand même bien posée, quoi. Alors, prenez ça comme vous le voulez. Moi, j'aime bien la vision plutôt fiabiliste où c'est par degrés, tout en sachant évidemment que c'est pas demain la veille qu'on va remettre en cause la circulation sanguine. On est bien d'accord. Mais c'est pas une question de degré de fiabilité finalement des assertions. C'est une posture épistémologique. C'est que j'ai envie d'adopter une posture explicitement antidogmatique. C'est-à-dire que ce qui importe pour moi, c'est qu'on présente les sciences comme dynamiques, même si je sais très bien qu'il y a des résultats qui vont pas changer demain la veille. Vous voyez ? Donc c'est une posture épistémique que j'ai, mais je sais très bien, et je serai d'accord avec vous, la rotondité de la Terre, c'est bon, on n'a pas besoin de revenir dessus. Hein. Bon, alors tout ça pour dire qu'il y a un J, là, c'est que le travail des savoirs scientifiques, c'est un travail de justification permanente. On n'arrête pas de remettre à l'épreuve ce qu'ont dit nos prédécesseurs, nous remettons à l'épreuve ce que nous trouvons nous-mêmes, car je vous le rappelle, lorsque vous publiez des résultats scientifiques dans un journal que vous espérez à haut facteur d'impact, vous n'avez pas envie de publier une erreur. Vous n'avez pas envie de publier un truc sur lequel, quelques jours après, vous vous apercevrez que vous vous êtes trompé. Et donc, vous secouez d'autant plus sévèrement ce que vous avez trouvé que ce que vous avez trouvé est surprenant. Parce qu'il ne s'agirait pas que ce soit les autres qui vous mettent le nez dans votre... vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, en effet, plus ce qu'on trouve est surprenant, plus on le secoue, et ça résiste. Donc, bon, on ne s'est pas trompé, ça résiste. Allez, on publie. On publie collectivement, donc il y a un C sur la colonne de gauche. Et puis attendez, c'est pas fini. L'élaboration des savoirs scientifiques sont éminemment collectifs. Elle est éminemment collective, car lorsque j'envoie mon article à une table éditoriale, la table éditoriale va envoyer votre article proposé pour publication à des évaluateurs indépendants, des reviewers, comme on dit en anglais. C'est le peer reviewing, l'évaluation par les pairs. Et les collègues vont lire votre papier et je vous garantis qu'ils ne vont pas vous faire de cadeau. S'il y a une ambiguïté, s'il y a une zone d'ombre, ils vont vous faire refuser votre article. Ou alors, ils vont vous dire, bon écoutez, resoumettez en ayant éclairci tel et tel point. L'évaluation par les pairs, c'est une dimension collective. C'est l'expression de la dimension collective de l'évaluation des savoirs. Et l'article sera publié que si s'il suivra une certaine forme d'excellence procédurale et une clarté dans le propos. Le fait que mes collègues ne me font pas de cadeau, c'est pas de la malveillance, hein, c'est simplement une exigence de rigueur. C'est-à-dire que et souvent d'ailleurs, il arrive quand même assez souvent que le processus d'évaluation par les pairs fasse gagner en qualité votre article. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de relire mon article après l'évaluation par les pairs, de me dire il est quand même meilleur que ce que j'avais envoyé au début. Hein, donc c'est pas un jeu où nécessairement on cherche à s'embêter les uns les autres. C'est vraiment il arrive quand même assez souvent que les remarques des reviewers soient de bonnes remarques en fait. Donc tout cela pour souligner le caractère collectif de l'élaboration et de la validation des savoirs. Et une fois que j'ai dit ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas fini. Quand bien même auriez-vous publié dans un journal très visible, eh bien, un résultat qui n'est publié qu'une seule fois sera oublié. C'est-à-dire que pour qu'un résultat scientifique rentre dans le champ de la connaissance stabilisée, après que la controverse ait eu lieu, il faut que des observateurs indépendants aient confirmé votre résultat. Un papier qui proclame quelque chose et qu'il est tout seul à proclamer, quand bien même a-t-il passé la barrière des reviewers, s'il reste pendant longtemps, trop longtemps, tout seul à le proclamer, eh bien, ça sera oublié. La mémoire de l'eau de Benveniste, on n'en parle plus. D'ailleurs, je commence à me faire vieux, hein, parce qu'il y a plus grand monde dans la salle ici qui a connu l'affaire de la mémoire de l'eau en 1986. C'est déjà vieux, cette affaire. Mais ça a été publié dans Nature. C'est un bel exemple d'une manip qui n'a jamais été corroborée. Alors, quelques années après, il y a même eu des contre-manips qui ont montré que le résultat était un artefact. Je vois que vous froncez les sourcils, tout le monde ne connaît pas la mémoire de l'eau. C'était une recherche qui consistait dont le résultat consistait à affirmer que, après que vous ayez dilué infiniment à des taux homéopathiques, hein, après que vous ayez dilué infiniment une substance dans de l'eau,
eh bien, les molécules d'eau gardaient la mémoire de la molécule qui, vu les calculs de dilution, n'était plus présente du tout dans le mélange. Et évidemment, cette mémoire soi-disant de l'eau contrevenait, enfin, allait à l'encontre des lois les plus élémentaires de la physique et de la chimie. Et c'est pour ça que ça a étonné beaucoup de gens. Et puis surtout que l'affaire s'est envenimée lorsqu'on a appris que les laboratoires Boiron finançaient le laboratoire en question. Donc ça a tourné vinaigre, ça a tourné la polémique en vrai. Hein, mais en tout cas, le résultat lui-même n'a jamais été corroboré. Donc j'espère vous avoir sensibilisé au fait que les savoirs scientifiques sont des biens publics parce qu'ils sont élaborés par des gens qui sont payés pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, et ceci collectivement. Alors, croyance. J'aimerais vous inviter à examiner le mot croyance au sens de la confiance. Nous passons la plupart du temps de la journée à croire autrui. Comme le dit le sociologue des croyances Gérald Brenner, si vous ne croyez pas en la poste, vous ne vous mettez pas votre enveloppe dans la boîte aux lettres. Vous portez votre courrier vous-même. Petite métaphore pour comprendre que pour faire société commune, nous avons besoin de nous faire confiance. Nous avons besoin de nous croire les uns les autres. Alors cette confiance, c'est la mienne d'abord. C'est surtout la mienne en fait. Donc il y a un P dans la colonne de gauche. Ma confiance, je la remets à quelqu'un ou à quelque chose qui pour moi fait autorité. Il y aura donc un A dans la colonne de droite. Ça peut être une table éditoriale, ça peut être un site web, ça peut être un journal, une personne, peu importe. Je m'en remets à quelqu'un. Il y a vraiment besoin, de confiance, parce qu'on ne peut pas tout redémontrer tout le temps. Vous voyez, moi, si on me parle d'astrophysique, je suis nul. J'accorde ma confiance à Marc Lachaiseray, qui est astrophysicien. Pourquoi je lui accorde ma confiance ? Ce n'est pas en vertu des arguments qu'il me donne, parce que je suis incapable de juger de la pertinence des arguments qu'il me donne. Par défaut de compétence, en fait. Je lui fais confiance par des marques de confiance, qui sont d'ailleurs, entre nous, garanties par l'État. Hein. C'est à ça que les diplômes servent, en fait. Il y a des marques de confiance qui ne relèvent en rien au contenu du discours qu'il est en train d'avoir. Marc Lachaiseray, je sais qu'il fait le même métier que moi, et qu'en principe, il devrait s'astreindre aux mêmes règles de l'argumentation que celles que j'utilise moi-même dans mon propre métier. Il a un certain nombre de diplômes, il a un certain cursus qui font que je lui accorde ma confiance. Dommage qu'Elena Pasquinelli n'ait pas pu être là aujourd'hui, parce qu'elle a fait un très beau livre avec Mathieu Farina sur l'art d'accorder sa confiance, qui est la première brique de l'esprit critique. Je ne vais pas vous parler d'esprit critique aujourd'hui. D'abord, il y a plus compétent que moi pour le faire, notamment Mathieu ou Elena. Mais tous ensemble, on peut convenir que cet esprit critique c'est comme un échafaudage argumentatif, un échafaudage qui ne tient debout que parce qu'il est sur un socle suffisamment solide. Et ce socle, c'est les premières briques, hein, c'est la confiance que vous accordez sur un minimum d'assertion fiable sur le monde réel. Ou pour reprendre autrement le même propos, je citerai Paul Valéry, il y a deux façons d'être un imbécile. Il y a douter de tout ou ne douter de rien. Vous voyez, justement, là, on est un curseur entre les deux, c'est-à-dire que celui qui doute de tout, il finit dans le nihilisme, et celui qui ne doute de rien, bonjour les dégâts. Hein. Pour faire société commune, il y a un curseur entre les deux, et ce curseur, c'est précisément l'objet du livre de Mathieu et d'Elena, l'art d'accorder sa confiance. Bon, vous savez cela déjà, puisque je sais que dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de temps qui est passé, notamment vis-à-vis des élèves, il y a beaucoup de temps qui leur est consacré aux marques de confiance des sites à accorder sur la toile, puisque sur la toile, il y a un nouveau marché de l'information que décrit Gérald Brenner, d'ailleurs, dans le livre que je vous recommande, qui s'appelle « La démocratie des crédules ». Un fabuleux bouquin, mais qui décrit ce nouveau marché de l'information auquel nous sommes tous confrontés et dans lequel nos élèves ne savent pas toujours, et c'est normal, comment, où et quand accorder sa confiance, à quel endroit. Alors cette confiance, c'est la mienne. Et déjà, rien qu'avec ces deux lignes, vous voyez que l'espace scolaire ou l'espace simplement même universitaire, ce sont des espaces complexes. Pourquoi complexes ? Parce que le contenu de ce qui est enseigné relève du savoir, on est bien d'accord, on l'a dit, mais par contre la posture qu'on demande
à celui qui est enseigné, si je peux le dire comme ça, c'est une posture de crédule consentant et temporaire. Alors, crédule consentant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que momentanément, allez, en première instance, j'accorde ma confiance au monsieur qui parle sur l'estrade. Mais temporaire, pourquoi? Parce que rien n'empêche, justement, au moment où on est en train d'enseigner, rien n'empêche, et même c'est pas ça, c'est qu'on encourage même les élèves à lever la main et à poser la question lorsqu'ils n'ont pas compris, ou amener l'enseignant à justifier ce qu'il dit. Et de justification en justification, cette crédulité consentie et temporaire peut fonctionner un peu comme l'antichambre du savoir pour l'élève, parce qu'en ayant compris les articulations logiques du pourquoi et du comment, finalement, il devient lui-même capable de justifier auprès de ses parents ou auprès de ses pairs, de proche en proche, les raisons qu'il a de tenir ce qui est dit pour fiable. Hein. Donc, je distingue bien la posture et le contenu, si vous voulez. Le contenu de ce qui est enseigné, c'est du savoir, mais la posture temporaire, c'est une posture de crédule. Pas complètement, même, mais vous le savez bien, pas complètement, puisqu'il y a dans notre système scolaire des initiatives de démarches d'investigation qui tentent de rendre l'élève, en particulier, il se trouve que moi j'ai participé dans ma carrière à des opérations main à la pâte, qui sont de très belles opérations encadrées, pas dans la classe, mais encadrées de manière périphérique par des scientifiques, des enseignants épaulés par des scientifiques, pour faire découvrir aux élèves la véritable démarche qui consiste à poser une question sur le monde réel, émettre des hypothèses qui énoncent des réponses possibles, inventer les processus, les dispositifs expérimentaux qui vont tester ces hypothèses, en fonction du résultat, en tirer collectivement des conclusions avec un cahier d'expérience. Lorsqu'ils ont vécu ça, les élèves, ils ne sont plus en posture de crédule temporaire et consentant, ils sont acteurs en fait. Ils sont acteurs d'une sécrétion collective qui va être une mise en preuve finalement. Hein. Et quand ils ont compris ça, quand ils ont compris comment ça marche, c'est irréversible. Hein. Ils ont compris ce que c'était que d'avoir l'esprit scientifique. Et c'est génial d'ailleurs de les voir s'illuminer, parce qu'ils ont compris comment on s'emparait du monde en fait collectivement. Hein. Avec des règles du jeu qui sont même tacites, hein, qu'on n'a pas besoin de rappeler, mais dans le débat, les élèves eux-mêmes, enfin de ce que j'en ai vu moi, aucun élève ne confond la critique des idées et la critique des personnes. C'est le réel là dehors, c'est la réaction du réel finalement qui est l'arbitre de la controverse qui est en cours. Ce ne sont plus les personnes. On change d'enjeu, on s'invective plus. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans le monde scientifique. Quand on va à des congrès, les collègues qui vous posent des questions après votre présentation, ils vous posent des questions, voire des objections, mais en respectant des règles de l'objection. Ce qui les anime, c'est un souci de rigueur, c'est pas une malveillance, voyez. Distinguer la critique des idées et la critique des personnes, c'est foncièrement inscrit dans l'éthos scientifique, et ça devrait être inscrit en principe dans l'éthos parlementaire. Normalement, au Parlement, on débat de questions générales et il n'est pas question, bien sûr, de s'invectiver entre personnes. Non, mais vous rigolez, je sais que les humains sont faillibles, bien sûr. Et il est déjà arrivé à des congrès, bien sûr, que des scientifiques s'engueulent, bien sûr. Mais ce sont des phénomènes, ce sont des épiphénomènes. Ce sont des distorsions momentanées et locales d'individus qui dérapent. Mais justement, puisqu'ils sont considérés comme dérapants, ça veut bien dire qu'il y a un horizon éthique à respecter, et qui consiste donc, je le répète, à ne pas confondre la critique des idées et la critique des personnes. Ça reste pour nos gamins important à dire, parce que les gugus qui ont flingué mes copains de Charlie Hebdo en janvier 2015, justement, c'est des gens qui confondent la critique des idées et la critique des personnes. Dans une démocratie républicaine, critiquer une idée, il n'y a pas de délice blasphème en principe. Critiquer l'idée de Dieu, ça devrait être absolument requis dans une démocratie républicaine, même si ça ne plaît pas à certains. Toute personne qui publie des idées s'expose à les voir critiquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Et donc, cela ne marche que si on a compris que la critique des idées n'est pas l'invective ou la critique des personnes. La croyance religieuse, venons-y, puisqu'on en parle. Il y a un adjectif, il y a religieux. Alors, quelle est la source étymologique de cet adjectif ? Ça vient de la notion de lien.
Et selon les théologiens auxquels on s'adresse, il y a deux versions de l'interprétation de ce lien. Soit le lien est celui de l'individu, c'est le lien que l'individu entretient avec la transcendance en laquelle il croit, soit ce lien, c'est le lien qui réunit les co-religionnaires entre eux. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce deuxième sens qui est prédominant. Parce que lorsqu'une personne individuelle fait état de son option métaphysique personnelle, si elle est juste personnelle, si on s'est inventé, je ne sais pas moi, une transcendance en kit, en faisant son marché un peu partout, on n'appellerait pas ça une religion. La religion ne devient religion que lorsqu'elle est partagée, quelque part. Et donc, en effet, la croyance religieuse, elle a ceci de particulier qu'elle va souder des coreligionnaires entre eux. Et d'autant plus fortement que cette croyance est institutionnalisée en Église, avec un E majuscule. Qu'est-ce que c'est qu'une Église au sens sociologique du terme? Une Église, c'est précisément l'institutionnalisation de ce qui est cru. Et ce qui est cru n'est pas légitime par sa dynamique propre, au contraire. Les croyances religieuses se légitiment par leur immuabilité et souvent par leur ancienneté. C'est-à-dire que c'est un A qu'il y a dans la colonne de droite. On reçoit une croyance religieuse de sa famille, de ses amis, d'un chef religieux qui est passé par là. Enfin, je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est un processus foncièrement. Le processus d'adhésion est foncièrement un processus de confiance intime, hein, en quelque sorte. Et donc, on est là sur à la fois le recours. Alors, si je parle des trois grandes religions du pays dans lequel nous sommes, les trois religions du texte, il y a un texte qui ne tire pas précisément sa légitimité de sa soumission à une discussion rationnelle. C'est pas comme ça qu'il se sent légitime. Justement, c'est son immuabilité et c'est le fait qu'il soit sacré d'où il tire sa légitimité, si vous voulez. Et donc, il est absurde. En effet, il est absurde de vouloir justifier un texte religieux par une approche scientifique. Oui, mais ça vous rappelle quelque chose, ça. Vous n'avez pas vu au mois de janvier, dans toutes les gares, vous avez eu le bouquin, hein, Donadieu et Bolloré. On est en plein dans le mélange des genres, là. On est une religion qui chercherait, comme le ferait la science créationniste américaine, de justifier le texte sacré par une approche scientifique, se tire une balle dans le pied. Parce qu'elle utilise le vernis d'un processus de justification qui, lui, est une remise en cause permanente. C'est un exercice d'autant plus bête qu'il joue contre celui qui le pratique. Une religion qui a besoin de science est mal partie. Parce que les objectifs qui sont poursuivis n'ont rien à voir, en fait. Et d'ailleurs, une science qui aurait besoin de religion serait mal partie aussi. C'est ce qu'a écrit le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle, à M. Henri de Lemelay, qui faisait intervenir les spiritualistes de l'Université interdisciplinaire de Paris au musée, à l'Institut de paléontologie humaine, rue Boulevard Saint-Marcel, merci. Je ne sais même plus les adresses, moi. Bref, on lui a interdit l'accès aux locaux parce que ce n'est pas dans une institution scientifique que ces débats-là doivent avoir lieu. Hein. Donc le mélange des genres n'est bon pour aucun. Et vous avez bien compris que les croyances religieuses tirent leur légitimité non pas d'un processus de remise en cause permanente, mais au contraire d'un processus de rigidification ou de cette notion d'immuabilité de ce qui est cru. Alors que les savoirs, eux, ne sont légitimes que parce qu'ils sont périmables, précisément. Malheureusement, il y a le mot croyance qui est utilisé dans les deux cas, croyance et croyance religieuse, ce qui fait de ce mot un mot un peu glissant, parce qu'on a besoin de se faire confiance. Et dans l'espace scolaire, oui, nous avons tous été des crédules consentants et temporaires, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout redémontrer tout le temps en fait. Hein, mais il faut distinguer cette croyance-là de la foi qui anime le croyant religieux en fait. La foi, par définition, se dispense d'avoir à être justifiée. Si on a la foi ou la conviction de quelque chose, c'est pas la peine de le démontrer, c'est déjà là. Hein. Alors l'opinion,
L'opinion, d'abord, c'est la mienne. Il y a un P sur la colonne de gauche. Et puis, l'opinion, elle est construite à partir de morceaux d'argumentation ou de faits dont je peux m'emparer, et je peux articuler ces faits entre eux. Ça me donne un début de justification de mon opinion. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut débattre entre opinions. Il y a une partie de mon opinion que j'ai élaborée à partir d'éléments factuels ou que je tire d'autres personnes, et le plus souvent, d'ailleurs, de journaux ou de sites web ou de tables éditoriales, enfin peu importe lesquelles. Mon opinion, elle est composite, en fait. Une fois que je dis opinion, il y a quelque chose qui est particulier qu'on appelle l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique ne serait que l'opinion majoritaire? Dans ce cas-là, ça ne serait qu'une arithmétique des opinions. Ou est-ce que l'opinion publique a quelque chose de spécifique dans sa genèse? Chomsky et Kaufmann ont répondu oui. Il y a quelque chose de spécifique à l'opinion publique. C'est le travail de l'idéologie, en fait. C'est que, il n'y a pas qu'eux qui l'ont décrit, il y a aussi le philosophe français Jacques Bouvresse. L'opinion, ça se façonne. L'opinion publique, ça se fabrique quelque part. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là? Ils racontent simplement qu'il y a des processus de communication qui, en quelque sorte, influencent un grand nombre d'opinions. Et souvent influencent dans un but qui va servir les intérêts d'un petit groupe. Et ça définit ce qu'on appelle le travail de l'idéologie. Alors l'idéologie, qu'est-ce que c'est? L'idéologie, si on regarde le même tableau, ça pourrait se traduire par l'action qu'aurait un groupe d'intérêts, de façonner les savoirs et de façonner des justifications. Quand je dis façonner des savoirs, souvent, la plupart du temps, c'est instrumentaliser des savoirs pour garder l'emprise sur la société. Il s'agit toujours de maintenir une emprise dans le cas de l'idéologie. Que cette emprise soit financière, symbolique, économique, sociale, tout ce que vous voulez, il y a toujours une volonté d'emprise, bien sûr. Et il y a deux choses qui caractérisent l'idéologie. Ça a été décrit par plusieurs philosophes, dont Raymond Boudon, dont Patrick Thor. Enfin, il y a plusieurs philosophes qui se sont intéressés au travail des idéologies. Le premier travail, c'est ce qu'on appelle la collecte des données, la collecte partielle et partielle des données. En anglais, cherry picking. Cherry picking, c'est la cueillette des cerises. C'est-à-dire que vous n'allez prendre dans les données que celles qui vont dans le sens de l'emprise que vous voulez maintenir sur le monde. Et les données qui vous dérangent, vous ne les prenez pas en compte, vous les cachez et vous ne mettez en exergue que celles des données qui vous intéressent. L'idéologie réécrit l'histoire à ses besoins et souvent instrumentalise les sciences à ses besoins. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Deuxième caractéristique de l'idéologie, c'est qu'elle avance cachée. Parce que, imaginez que j'aille faire une collecte partielle et partielle des données et que je vous dise ma collecte partielle et partielle des données m'a amené à la conclusion que... évidemment, je me tire une balle dans le pied. L'idéologie gagne d'autant plus de crédit qu'elle se présente comme objective. Elle est d'autant plus efficace qu'elle ne se présente pas comme une idéologie, précisément. Et ça, c'est deux propriétés qui sont foncièrement, mais alors fondamentalement antinomiques du savoir. Parce qu'en science, c'est précisément l'inverse. En science, un reviewer qui vous voit dans votre papier avoir conduit une collecte des données partielle et partielle, il ne va pas vous rater. Le fait qu'on soit des collectifs, qu'on soit un collectif dans la validation des savoirs, c'est ce qui fait la force de la fiabilité des affirmations scientifiques. C'est que normalement, le filtre collectif a tamponné ou a empêché les biais individuels de s'exprimer ou les collectes partiales des données. Un reviewer, c'est quelqu'un qui est au moins aussi calé que vous sur le sujet sur lequel vous publiez. Et si vous oubliez des données ou si vous oubliez de citer les papiers, il ne va pas vous rater. Donc, c'est précisément le contraire de l'idéologie. D'autre part, le savoir s'oppose à l'idéologie aussi sur la question de la transparence. C'est que l'idéologie va avancer masquée, elle ne va jamais se présenter comme telle, alors que le savoir scientifique n'est validé que parce que la procédure par laquelle vous êtes arrivé au résultat a été suffisamment transparente dans votre article pour qu'il soit accepté pour publication.
Un papier obscur ne sera jamais publié. Ou alors, il y a des conflits d'intérêts. Hein. Ou alors, il y a une distorsion dans le processus. Mais dans l'éthos scientifique, ce qui est évalué dans un article, c'est la procédure. Nous pratiquons ce qu'on appelle l'évaluation procédurale. Pour savoir ce que c'est qu'une évaluation procédurale, et si vous voulez le présenter à vos élèves, vous pouvez, vous dites, en science, c'est le contraire du restaurant. Au restaurant, quand vous arrivez dans la salle, on vous sert un plat que vous avez commandé. Eh bien, vous pouvez immédiatement, en goûtant le plat, évaluer le plat. L'évaluation se fait par le résultat. C'est pas bon ou c'est bon. Mais pour savoir si c'est bon ou pas bon, vous n'avez pas besoin d'aller dans la cuisine pour voir comment le cuisinier a cuisiné. Vous êtes immédiatement capable d'évaluer le résultat. En science, c'est l'inverse. Un bon résultat ou un mauvais résultat, ça ne veut rien dire. Il y a le résultat qu'il y a, c'est tout. Simplement, ce qui est bon ou pas bon, c'est la procédure par laquelle on est arrivé au résultat. Et donc, les scientifiques, c'est dans la cuisine qu'ils vont être, en fait. Les reviewers, c'est dans la cuisine, ils vont regarder si le processus est suffisamment... Le processus démonstratif, est-ce qu'il est suffisamment convaincant, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il repose sur de bonnes bases, etc. Donc en science, on pratique l'excellence procédurale. Au restaurant, on pratique l'excellence par le résultat. L'idéologie ne tient surtout pas à subir l'épreuve de la mise à l'épreuve de l'évaluation procédurale. Parce que justement, l'idéologie, elle aura procédé à une ponction partielle et partiale des données. Donc c'est au moins deux propriétés qui font que le savoir et l'idéologie sont foncièrement antinomiques, comme le savoir et la croyance religieuse sont foncièrement antinomiques dans la façon dont ils conçoivent leur propre légitimité. Ne demandez pas à un croyant religieux de justifier rationnellement sa croyance, ça n'a juste pas de sens. C'est pas sur ces ressorts cognitifs-là que ça marche. Et ne demandez pas non plus à un scientifique de tenir compte de ce que dit telle ou telle religion. Les scientifiques sont autonomes dans l'évaluation procédurale. Ils n'ont que faire, en principe, de savoir si le résultat est recevable ou pas. Allez, je vous raconte une anecdote, parce qu'il y a quand même des petites exceptions. On est très abstrait, là. Hein. Allez, deux exemples. Une entorse à ce que je viens de dire. J'ai oublié son nom à ce monsieur qui est ornithologue et qui faisait partie de l'expédition Scott en 1912. Il a fait l'hivernage en Antarctique en 1911-1912. Et qu'est-ce qu'il a vu pendant son hivernage? Il a vu tout simplement des manchots empereurs mâles entretenir des relations sexuelles avec des poussins. Waouh! Et alors, ça ne correspondait pas du tout à son image de la nature qui est bien faite. Et donc, il a interprété ça comme un viol de poussins. Était-ce de la pédophilie des manchots mâles? Enfin bref. Et donc, il a inscrit cette observation dans son carnet, mais alors pour que personne ne puisse le lire, il l'a inscrit en grec. Et il n'a jamais publié le résultat. Donc, quand je vous dis que les scientifiques n'ont que faire de la recevabilité d'un résultat ou d'une observation, il y a des entorses. Et individuellement, il y a des entorses. En principe, le résultat, il est ce qu'il est, et on se fout de savoir si c'est un scandale que ce soit le chimpanzé qui est le groupe frère de l'homme dans la phylogénie du vivant, ou si c'est le ver de terre. Enfin, on se mêle pas de la recevabilité de ce qui est publié. Cet homme-là, il l'a fait, et donc ce fait-là a été complètement ignoré de l'ornithologie pendant fort longtemps. Et il y a 5 ou 6 ans, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 5 ou 6 ans, dans les greniers du British Museum, on a retrouvé le carnet du gars. Et puis, on a vu que c'était écrit en grec. Alors, il y en a qui se sont intéressés. C'est quand même l'expédition Scott. On va regarder un peu ce qu'il y a dans le carnet. Et puis, on découvre, en traduisant le texte, qu'il avait observé ce que je vous ai raconté, donc. Et ça a été publié, là, cette fois-ci, dans les journaux. Et ça fait pas mal de bruit, le fait que des scientifiques... ils peuvent leur arriver, en fonction de leur représentation du monde individuel, de filtrer ce qu'ils trouvent. Pour lui, ce qu'il avait vu était inconcevable, en fait. Il n'arrivait pas à la faire rentrer dans son schéma mental. Bon, depuis, vous savez, on a décrit l'homosexualité sur 1500 espèces animales. Donc, relaxons-nous, hein, tout va bien. Il y a tout dans la nature. Hein. Il y a vraiment de tout. Hein. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Deuxième exemple. Parce que je vous ai dit qu'on allait donner un exemple d'idéologie, de travail idéologique. Un autre exemple, c'est le travail qu'a fait Herbert Spencer sur l'origine des espèces de Charles Darwin. Charles Darwin publie dans l'origine des espèces ce mécanisme par lequel on explique la ressemblance dans l'espèce
Et ça, c'est la sélection naturelle qui explique comment les bébés chats ressemblent aux mamans chats. Entre nous, si vous dites que la raison pour laquelle les bébés chats ressemblent aux mamans chats, c'est que dans le chat, il y a un programme de chat, vous n'avez rien expliqué du tout. Parce que vous n'avez pas dit ce que c'était que le chat, en fait. Donc le programme génétique n'est pas une explication de la transmission ou de la ressemblance d'une génération par rapport à l'autre. Le programme génétique, on ne va pas commencer sur une conférence sur le programme génétique, je vous ferai ça une autre fois si vous voulez. Bref, laissons de côté le programme génétique. Charles Darwin nous explique, grâce à la sélection naturelle, pourquoi les populations descendantes ressemblent à leurs parents. C'est que les phénotypes les plus extrêmes sont simplement éliminés du lignage. La sélection naturelle explique la ressemblance intraspécifique. La filiation du vivant, l'arbre du vivant, explique la ressemblance interspécifique. Pour quelles raisons je ressemble au chimpanzé ? Eh bien, j'ai tout un tas d'attributs qui me font ressembler au chimpanzé, et la raison pour laquelle je lui ressemble tient d'un ancêtre commun qui date d'il y a 7 millions d'années et qui est plus proche du présent que ne l'est l'ancêtre commun que j'entretiens avec le chat, qui lui, et recule quand même à quelque chose comme 60 millions d'années, voire même 70. Hein. Donc c'est l'étagement temporel des ancêtres qui explique les raisons de la ressemblance interspécifique. Donc on a deux piliers dans l'évolution de Charles Darwin, la sélection naturelle qui explique la ressemblance intraspécifique et la filiation, ou si vous préférez la généalogie du vivant, qui explique la ressemblance interspécifique. La sélection naturelle, elle a des modalités multiples d'action qui se contrecarrent les unes les autres. Elle fait émerger la compétition. Certes, ceux des variants qui momentanément se trouvent pourvus de façon à capter des ressources, si cette capacité est transmissible, eh bien, elle va se maintenir dans la population, car en mangeant plus, eh bien, celui qui porte cette variation va faire plus de petits que les voisins à la génération suivante, dans un monde où les ressources sont limitées. Oui, certes, la sélection naturelle engendre de la compétition. Mais Charles Darwin nous explique également que la sélection naturelle engendre en certaines circonstances également la coopération. L'union fait la force, celle des populations ou ceux des individus qui sont capables de manger davantage par tête de pipe en coopérant qu'ils ne le feraient sans coopérer, eh bien, en se nourrissant mieux, ils feront plus de petits. Et si la caractéristique est transmissible, eh bien, elle va se répandre aussi dans le lignage. Ce qui fait qu'on a des coopérations dont Darwin pense qu'elle est à l'origine des sociétés animales et aussi des sociétés humaines, bien sûr. Donc, vous avez double émergence de la coopération et de la compétition. Herbert Spencer ne va garder que la compétition dans son évolutionnisme philosophique, alors qu'il va être une transposition idéologique du travail de Darwin dans le régime économique anglais. N'aidez pas les pauvres, nous dit Spencer, car si vous aidez les pauvres, vous allez favoriser la croissance démographique des individus socialement indésirables, parce que socialement nécessiteux, et vous allez baisser la qualité de la population anglaise. Je vous rappelle que les bourgeois de l'époque étaient obsédés par le spectre de la dégénérescence de la population anglaise. Ça a animé Galton pendant longtemps, ça a animé Spencer aussi. Et c'était des gens très cultivés, mais qui ont néanmoins ponctionné dans le travail de Darwin, ce qui les arrangeait, notamment là, ne parler que de compétition pour la captation des ressources, et laisser de côté la coopération dont Darwin avait pourtant parlé. Darwin, d'ailleurs, était conscient de cela, et dans sa correspondance, il a écrit qu'il ne portait aucun crédit aux généralisations abusives de Spencer. Et le travail a été fait malheureusement 1 an après la parution de l'origine des espèces. 20 ans après, en 1880, deuxième accident malheureux, un journaliste français va donner un nom à la pensée de Spencer, il va appeler ça le darwinisme social. Et ça, c'est une catastrophe sémantique parce que Charles Darwin n'a jamais accrédité les idées de Spencer. Mais ça va rester longtemps et durablement, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, si vous organisez des modules interdoctoraux entre des biologistes du Muséum national des sciences naturelles et des doctorants en SHS à l'Université de Nanterre, dès qu'on commence à parler de Darwin, il y a une levée de bouclier. Je suis encore stupéfait de ce phénomène-là proprement sociologique. Dans les sciences humaines et sociales francophones,
on a retenu du darwinisme que le darwinisme social de Spencer, en l'attribuant à Darwin bien sûr, et on a retenu que l'anthropologie raciste de la fin du XIXe siècle, en ignorant tout des progrès de l'anthropologie depuis plus d'un siècle. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés scotchés là-dessus, mais c'est impossible d'avoir un dialogue quand on parle de Darwin dans les SHS aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire que ces imprégnations idéologiques, elles restent quand même prégnantes, elles restent quand même actives, et donc il faut arriver à en être conscient pour pouvoir les surmonter, en quelque sorte, si on veut faire acte de scientificité. Et je vous rassure, là aussi, il faut vivre tranquille avec ça. Rassurez-vous, nous vivons tous dans un bain idéologique. Le tout, c'est de savoir, finalement, à quel moment le savoir lui-même, est-ce qu'il est distordu ou pas par le bain. Mais ça serait illusoire de pouvoir penser qu'on échappe à son contexte idéologique. Ça vient tout simplement du fait qu'on est né dans une famille, et qu'une famille, enfin, quand on est petit, les adultes qui nous entourent nous parlent du monde qui existe, et forcément, nous avons tous un point de vue subjectif sur le monde. Les informations sont naturellement filtrées, de fait. Même, on n'en a même pas conscience, hein, c'est pas une manipulation, je veux dire. Mais le simple fait que le monde, là, on ne reçoit pas tout de ce qu'il manifeste, et qu'on parle de ce à quoi on est sensible, et puis on laisse ce dont on se fout, hein, pour le dire clairement, ça fait déjà filtre, en fait. Ça fait déjà filtre, et nous naissons comme ça dans des représentations du monde idéologiquement structurées. D'autant plus fortement que s'il y a des choses dans lesquelles vous tenez dans la société, s'il y a des valeurs que vous voudriez voir davantage émerger dans l'espace public, vous allez vous organiser en association de loi 1901, vous allez vous organiser en parti politique, vous allez vous organiser en ceci ou en cela, en think tank et je ne sais quoi encore, et dans des structures finalement collectives qui elles-mêmes vont pousser la société dans une direction ou une autre, et pour convaincre, vont avoir besoin de moyens d'action qui sont aussi de l'ordre du verbal, du cognitif et de la réécriture de l'histoire en quelque sorte. Donc je ne prétends pas qu'on puisse s'abstraire complètement d'idéologie, je ne suis pas si naïf. Par contre, je me dis, quand on enseigne les SVT ou quand on produit des connaissances en sciences de la vie, en histoire naturelle, il faudrait qu'on soit le plus capable possible de détecter les incursions idéologiques des discours, en fait. Des discours qui se réfèrent au SVT, hein, bien sûr. Hein. Je ne parle pas des discours qui ne s'y réfèrent pas, bien sûr. Mais lorsqu'un discours se réfère aux sciences, être attentif au fait, est-ce que les sciences sont distordues dans le discours ou pas, là, le vrai enjeu est là, finalement. Alors, pour revenir à notre cher Condorcet, sur idéologie, opinion, savoir, croyance religieuse, eh bien, c'est lui qui met les savoirs au cœur de l'espace scolaire. Et donc, je le disais, hein, il y a deux justifications à la fois laïques et que je voudrais didactiques, parce que je vous assure que sur chaque case de ce tableau, il y a 10 bouquins épais comme ça. Hein. Évidemment, je ne suis pas le premier à en parler. Il y a un siècle de sociologie de la croyance qui a déjà écrit je ne sais combien de livres. Les philosophes se sont emparés de ces questions, les sciences cognitives également. Si je vous parais simpliste, c'est précisément parce que j'essaye d'aider mes collègues avec une démarche la plus didactique possible, en tout cas la plus facilement mobilisable possible. Ça, c'est le versant politique. Le versant épistémologique et cognitif, c'est celui avec lequel on va s'épauler pour pouvoir distinguer toutes ces notions. Avant de passer à une illustration de l'idéologie, deuxième illustration du travail idéologique, je voulais aussi vous témoigner du fait qu'une simplification de ce tableau... Hop, attendez, je m'y prends mal avec le... Voilà. Une simplification de le tableau, on a fait reconstruire ce tableau par 12 demi-classes de 4e, dans une expérience qui a été menée dans un collège, dans 2 collèges même. En fait, par quelle pédagogie est-on passé ? On a écrit savoir, croyance religieuse et opinion sur les petits papiers. Il y avait même théorie et connaissances. On a mis ces petits papiers dans une urne, et puis par demi-classe au CDI, assis en rond, dans une posture qui favorise le dialogue, les élèves ont sorti le papier de l'urne, ont déplié le papier, ont lu le mot inscrit sur le papier. Alors, je ne sais pas, l'élève sort opinion, par exemple, et hop, on envoie le débat. Qu'est-ce que c'est pour vous l'opinion ?
et on laisse les élèves s'exprimer sur ce que c'est pour eux l'opinion. C'est ce qu'on appelle classiquement un relevé de représentation, hein, bien sûr. Alors là, j'ai un procédé pédagogique qui est un peu faux cul, qui s'appelle le cherry picking, et précisément, c'est qu'il s'agit de, lorsqu'un élève mobilise soit un C à bon escient, soit un J à bon escient, soit un A ou un P à bon escient, eh bien, on met en valeur, oui, les savoirs scientifiques, en effet, c'est collectif, et voilà pourquoi, nanana. Et est-ce que vous pensez, enfin, on met en évidence ce dont on a besoin dans le tableau, ce qui valorise d'ailleurs ceux qui ont sorti la bonne case, et collectivement, finalement, ils savent plein de choses. Hein. Le tableau, ils sont capables de le reproduire assez vite. En fait, c'est l'armature du tableau que l'enseignant doit avoir en tête. Mais les élèves, eux, sans trop se tromper, ils savent qu'un savoir scientifique, c'est pas le savoir d'un seul, ils le savent déjà. Sans se l'être formulé, si on pose la question, on s'aperçoit qu'ils le savent. J'ai envie de dire, c'est bête de dire qu'ils le savent, je veux dire qu'ils en ont l'intuition. Ils le savent sans savoir qu'ils le savent, si vous voulez. Ils en ont l'intuition. Et donc, au bout du compte, au bout de 45 minutes, il y a un tableau vide qu'on peut présenter, et ils viennent eux-mêmes mettre les P, les C, les J et les A dans les cases. Et ils ne se trompent pas. Puis s'il y en a un qui se trompe, de toute façon, ça relance le dialogue. Et non, mais on a dit que c'était ça, Bon, ouais. Et finalement, comme le tableau a été co-construit, il est retenu. Sur la douzaine d'expériences, des relevés de tableaux 2 jours après montrent des succès de 70-75% à peu près. En gros, oui, vers 70% des élèves sont capables de ressortir le tableau 2 jours après, parce qu'ils l'ont construit ensemble, et donc ils n'ont pas eu besoin de l'apprendre, ils l'ont déjà retenu, quoi. Donc j'ai plutôt confiance dans l'intelligence collective des élèves. Par contre, évidemment, les enseignants, eux, demandent, et ça c'est normal, hein, animer une séance comme ça, il faut en savoir plus que le seul tableau. Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Et donc, évidemment, ça demande aux enseignants à avoir une armature épistémologique de manière à pouvoir faire cela. En tout cas, c'est pas impossible c'est pas impossible à atteindre dans ce que connaissent collectivement les élèves, si tant est qu'on arrive à extraire de ce qu'ils disent les éléments. Une expérience surprenante qui montre le travail de l'idéologie, c'est ce travail de l'équipe de sociologue Lawrence Hamilton en Caroline du Nord. Ils ont interrogé 1 millier d'Américains sur des photos satellitaires du couvert de glace de l'océan glacial arctique. 30 photos satellitaires prises entre septembre 1979 et septembre 2009. Sur ces photos, on découvre que en 2009, le couvert de glace de l'océan glacial arctique en septembre est d'une superficie qui n'est que de 60% ce qu'elle était en 1979. Donc ce que montre la série de photos, c'est que ce couvert de glace, à chaque fin de l'été, il ne fait que diminuer. Et on demande aux interviewés si cette photo, c'est des vrais ou est-ce que c'est des fakes, en fait. Et puis deuxième question, est-ce que ça les inquiète ? Si ce n'est pas des fakes, qu'est-ce que ça dit, ces photos ? Et on enregistre de la personne son niveau scolaire. Et bon, évidemment, cette figure est une simplification, hein, de la courbe. Mais j'ai résumé la droite. Et on enregistre le niveau scolaire et on enregistre anonymement, bien sûr, si la personne vote démocrate ou républicain. Et moi, en bon français, je me disais, voilà, si on investit dans une école publique, c'est bien parce que, en élevant le niveau scolaire de la population, on espère que la représentation du monde réel, là dehors, on va la partager de mieux en mieux, en quelque sorte. Si on a confiance dans les sciences, en particulier sur le caractère de bien public que revêtent les connaissances scientifiques, si on sensibilise nos futurs citoyens à la démarche scientifique ou aux résultats scientifiques, eh bien, la science n'impose pas, elle propose, mais elle propose à ceux qui sont bien disposés à utiliser leurs raisons pour raisonner de manière scientifique. On devrait quand même converger vers une représentation commune du monde réel. Donc je m'attendais quand même à ça. Même si à faible niveau scolaire, on peut diverger sur une question, en élevant le niveau scolaire, on devrait converger. Ça c'est pas le résultat d'Hamilton, hein, c'est ce à quoi je m'attendais. Soyez bien prévenus, parce que le résultat d'Hamilton, le voilà.
c'est que plus un républicain est éduqué scolairement, plus il va contester la véracité des photos, et plus un démocrate est éduqué scolairement, et plus il va s'inquiéter des photos. Et évidemment, ce résultat, ça m'a fichu une claque, parce que je me suis dit, mais alors qu'est-ce que fait l'école américaine? Qu'est-ce qu'ils foutent à l'école? Et en fait, je vous rassure, l'école, elle a fait son boulot, en fait. Elle a bien fait son boulot. C'est pas l'école qu'il faut mettre en cause ici, c'est le travail de l'idéologie, précisément. C'est que l'école a rendu les individus relativement autonomes, enfin, se croit-il en tout cas, autonomes dans la collecte des données, la critique des données, et quelque part, la légitimité que chacun va pouvoir se sentir à soi-même pour commenter des photos officielles, entre guillemets. Elle a fait son travail, seulement voilà, ce que montrent ces droites, c'est l'emprise du biais de confirmation. Que pratique, alors l'idéologie, non seulement elle pratique la collecte partielle et partielle des données, mais elle travaille aussi à partir d'un biais qui est bien connu. Il y a une trentaine de biais cognitifs qui ont été décrits, dont vous reparlerez certainement d'ailleurs dans la série de modules. Hein. Mais le premier, le plus fort des biais cognitifs, le premier auquel nous sommes tous soumis, c'est ce biais de confirmation, qui est tout simple dans son expression. Nous sommes peu sévères à l'égard d'informations qui corroborent une représentation déjà installée en nous, mais nous sommes davantage sévères, voire même indifférents, à l'égard d'une information qui contredit le cadre qu'on a déjà reçu. En gros, ce qui est d'accord avec nous, on l'absorbe sans s'en rendre compte, presque, j'ai envie de dire presque sans le critiquer, quoi. Et alors que nous sommes beaucoup plus critiques vis-à-vis d'une information ou d'une opinion qui ne rentre pas dans le cadre, en quelque sorte. Et donc, il y a plusieurs explications à la divergence des droites ici. La première, c'est qu'à l'ère du numérique, et ça, ils en ont discuté au Congrès, nous surfons Bronner le décrit aussi, hein, nous surfons de page en page, et la façon dont nous collectons l'information sur la toile nous enfonce dans l'ornière du biais de confirmation, parce que ces pages sont connectées entre elles selon une même représentation du monde, un même package, si j'ai envie de dire, un même bloc presque idéologique en fait. Donc les moyens de navigation nous renforcent dans le biais de confirmation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, plus on est éduqué scolairement, plus on se sent légitime à contester une information qui semble officielle. Et ça, il y a aussi une dimension sociologique là-dedans. Et rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ce n'est pas plus les républicains que les démocrates qui sont soumis au biais de confirmation. Les démocrates aussi, hein, dans l'autre sens. C'est possible. Hein. Évidemment qu'on peut sourire sur la droite des républicains, mais sur la droite des démocrates également, il y a ce biais qui est à l'œuvre probablement. Hein. Personne n'a le monopole du biais en tout cas. Et donc la divergence des droites nous a beaucoup inquiétés. D'ailleurs, cette manip a été refaite, alors je ne sais pas si c'est dans ce PowerPoint-là que j'ai les autres manips. Non, ce n'est pas dans celui-là. Mais la question a été remobilisée en 2017 par une étude qui est sortie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, où ce n'est pas seulement le réchauffement climatique qui était un sujet chaud à l'interface sciences et société, mais aussi 5 autres sujets, l'évolution humaine, le Big Bang, l'utilisation des OGM dans la nourriture, les nanotechnologies, et puis quoi encore, je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés avec la même procédure. Et alors, il y a des sujets clivants, et il y a des sujets qui ne le sont pas. Alors par exemple, si on examine la même droite pour, le même procédé pour l'utilisation des OGM dans la nourriture aux États-Unis, ce n'est pas un sujet qui fâche, dans le sens où les démocrates comme républicains ont le même patron de distribution. Les sujets qui fâchent vraiment aux États-Unis, c'est le réchauffement climatique, en effet. C'est vraiment le sujet qui fait diverger les droites, et puis l'évolution humaine. Parce que se superpose à l'appartenance des partis politiques une certaine forme de conservatisme religieux également aux États-Unis.
Et donc, l'évolution humaine, plus les républicains sont éduqués, moins ils y adhèrent. Enfin, je veux dire, le statut du singe, je ne vous dis pas. Hein, moins ils y adhèrent, etc. C'est le même patron à peu près. Donc, ce que cela nous dit, c'est que la façon dont nous admettons, en tant que citoyens, même des affirmations qui sont du registre du savoir, la façon dont nous les admettons, ça passe souvent par un filtre idéologique. Et que je le montre parce que j'ai envie de dire, vaut mieux en être averti. Sinon, on a la naïveté que j'avais, hein, c'est-à-dire, moi j'étais bien naïf, hein, j'étais dans ce schéma-là avant. Cette figure-là, c'est ma dernière figure, elle est bien comprise des élèves de troisième. Alors, le rond, ça peut être l'espace des sciences, et j'ai mis un S au milieu. Mais le rond, le grand cercle, là, ça peut être aussi un terrain de foot. Là, il pige bien, là, le coup du terrain de foot. Qu'est-ce que montre ce schéma ? Il exprime graphiquement la métaphore de Rostand qui disait « Les scientifiques laissent leur religion au vestiaire du laboratoire ». Très belle formule, c'est la formule du vestiaire. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les publics ou chez les élèves, la question est posée. Parfois, ils n'osent pas la poser, ils viennent vous voir après, et puis ils vous demandent « Mais est-ce qu'on peut être scientifique et religieux en même temps ? C'est possible, ça ?» Je dis le métier de scientifique, alors je ne leur dis pas ça comme ça, mais je vous le dis à vous comme ça. Nous, les scientifiques professionnels, nous ne sommes pas des prescripteurs en métaphysique, et donc, c'est pas ce que je leur dis, hein, mais rassurez-vous, mais vous avez compris que nous n'avons pas signé pour accréditer ou pour contredire telle ou telle religion. En fait, dans l'espace du laboratoire au milieu, l'affiliation d'un individu, petite pastille bleue, à la religion R1, R2 ou R3, l'affiliation d'un individu à une religion n'entre pas en ligne de compte dans le respect de la règle du jeu. S'il y a un jeu à jouer qui est le jeu de la science, c'est qu'il y a des règles. Si on a le temps de parler des règles dans un instant, après la pause, on regardera les règles. Mais il y a un jeu qui se joue là dans l'espace du laboratoire, des règles de l'acceptation d'objections, des attendus cognitifs de base, hein, dont on parlera tout à l'heure peut-être. Bref, s'il y a un jeu à jouer, c'est qu'il y a des règles, et ces règles, elles ne sont pas jouées elles ne sont pas respectées selon si on appartient à une religion ou une autre. Alors le match de foot, c'est encore plus clair, hein. Tout le monde a joué, enfin tous les garçons le plus souvent de la salle ont joué au foot, et on sait très bien qu'il n'y a pas une règle du jeu du foot selon la religion à laquelle on appartient. Le sport, c'est vraiment ça. C'est tendre un groupe d'individus vers un objectif commun, indépendamment des options politiques, religieuses de chaque individu. À Lyon, ils ont vu le truc venir. La municipalité de Lyon a reçu une requête de la part de parents qui avaient inscrit leurs enfants à des clubs de sport, de faire dans les clubs lyonnais une équipe de foot de juifs et une équipe de foot de musulmans. C'est comme si, moi, vous me disiez, alors il y a la science des catholiques, il y a la science des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Heureusement que la mairie de Lyon n'a pas donné suite à la demande, parce que c'était foncièrement contraire à l'esprit du sport, vous voyez. C'est qu'il est plus important que tout de mettre justement des juifs et des musulmans dans la même équipe, poursuivant le même but. En science, c'est pareil. Votre article n'est pas accepté ou refusé pour publication au motif de l'appartenance religieuse ou politique du premier signataire de l'article. C'est hors champ. Là, je vous l'ai dit, l'évaluation scientifique, c'est une évaluation procédurale. Ce n'est pas une évaluation de l'adhésion métaphysique ou politique d'un individu. Et donc, ce qui fait que l'espace du laboratoire est un espace laïque au sens général, mais laïque, tacitement laïque. Personne n'a écrit quelque part que la science internationale est laïque. Personne ne l'a proclamé. Personne n'a même signé de charte là-dessus. Mais c'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça que je parle de laïcité tacite et internationale, puisqu'on est évalué par n'importe qui dans le monde. Mon papier, il est évalué par des Chiliens ou par des Japonais que j'ai jamais vus. L'appartenance religieuse ou l'opinion politique des uns ou des autres n'entre pas en ligne de compte dans le processus de validation. Donc ça, comme dirait l'autre, ce sont des choses qu'on ne met pas en mots quand on est scientifique professionnel, mais comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. Et surtout, je crois que ça a une utilité sociale de le rappeler.
Et maintenant qu'on a conclu sur le caractère tacitement laïque de l'espace des sciences, on peut peut-être parler dans un instant, après un jeu de questions-réponses, on peut peut-être parler de la règle du jeu là, qui régit les sciences au milieu. En bibliographie, vous retrouverez le principal de mon propos dans ce petit bouquin chez Belin Éducation, Savoir, opinion, croyance. Et puis, comme on n'a pas le temps de tout lire, eh bien, je vous recommande quand même le bouquin de Gérald Bronner, là-bas au fond, à droite, La démocratie des crédules, un livre qui a eu 4 prix et qui est très intéressant à lire. Alors, pour les immigrés du web, comme je suis, je m'attends un peu à ce qui se dit dans ce livre, mais le faire lire à de jeunes générations, des gamins de lycée, des premières années de fac, ça me semble salvateur parce que eux, ils ont les 2 pieds dedans, ils sont nés avec le web. Il y a des choses qui sont dites dans ce livre dont ils n'ont pas nécessairement conscience. Donc, parce qu'ils n'ont pas connu le monde d'avant. C'était le monde des livres. Waouh. Bon. Avez-vous des questions sur cette première partie ? Oui, madame ? Ah oui, merci de donner le micro parce que je ne vais pas entendre ce que... Oui, moi je voulais juste revenir sur... Il n'y a pas de science selon les religions. Pourtant, il y a des médecines selon les religions. Oui, mais... Oui, mais je vais dans votre sens. Mais le premier contrat de la médecine, c'est pas un contrat explicatif. C'est un contrat thérapeutique. Enfin, c'est un contrat de soulagement. Il y a 2 choses dans la médecine. Il y a l'action de soulager, voire de guérir, c'est encore une autre chose. Et il y a le discours, ou l'ensemble des discours que vous allez utiliser pour ce faire. Vous voyez ? Est-ce que je suis clair ? Donc, il y a des médecines, bien sûr, qui passent par des préceptes religieux. Est-ce qu'elles arrivent à soulager ou pas ? Il faudrait regarder au cas par cas, sachant que l'effet placebo est éminemment puissant chez l'espèce humaine. Il est déjà présent chez les animaux, mais alors chez l'espèce humaine, je ne vous dis pas. Donc, est-ce que la personne est soulagée par effet placebo-thérapique ou est-ce qu'elle est soulagée par Est-ce qu'on pourrait démontrer son soulagement par des moyens scientifiques ? Il faudrait pouvoir le faire, en effet. C'est ce qui rend le dossier de la médecine compliqué. C'est que les gens qui vous disent « mais ça marche, j'ai été soulagé par tel ou tel mais avez-vous été soulagé par des moyens garantis du point de vue de la fiabilité des connaissances qui sont sous-jacentes aux moyens qui vous ont été administrés ?» C'est une autre question, en effet. Ouais. Mais pour autant, la médecine, au moins occidentale, a une légitimité scientifique qui n'existe pas dans toutes ces médecines enseignées dans les écoles de médecine. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ma confiance est accordée prioritairement à la médecine scientifique, bien entendu, pour ce qui me concerne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'acte de soulager quelqu'un, c'est tellement compliqué. Il existe des filtres. En plus de l'action scientifique d'une molécule, il y a d'autres filtres sociaux et symboliques qui fonctionnent, qu'on peut voir une médecine scientifique, parce qu'elle n'écoute pas son patient, ne pas le soulager, alors que les médicaments qui lui sont donnés sont scientifiquement validés. Et à l'inverse, on peut voir quelqu'un de soulagé par un rebouteux qui ne sait pas trop ce qu'il fait, mais au moins il a le charisme. Je vous le fais court, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le contrat de soulagement et le contrat d'explication, c'est pas le même, quoi. C'est ce qui rend le dossier compliqué. Bonjour. Par rapport au travail que vous avez fait avec les élèves sur savoir, croyances religieuses, opinions et idéologie, est-ce que quand vous avez fait ce travail, ont émergé des questions de hiérarchisation et si oui, comment avez-vous répondu? Parce que nous, on fait ce travail, enfin pas avec idéologie, mais opinion, savoir et croyances. Et la question émergeait par exemple entre la croyance au Père Noël et des croyances religieuses. Enfin, et on n'a pas été très à l'aise. C'est une très bonne question, en effet. J'ai
tant qu'on a pu, on n'a pas parlé de hiérarchisation. Par contre, on a parlé de lieu de légitimité. Comprendre, il y a des lieux de légitimité et les individus possèdent des légitimités mosaïques. Et ça, les élèves, ça les soulage quand on leur dit ça, ils le comprennent bien. Tu peux être super fort en foot et tu vas avoir le maximum de respect de tes collatéraux si tu es super fort en foot. Mais en étant super fort en foot, tu peux être mauvais en maths. Ou alors tu peux être super fort en maths. C'est des gros clichés, je suis désolé, hein, mais je le fais court. Tu peux être fort en maths et nul en foot. Tu peux être bon dans les deux. C'est pas pour ça que tu seras bon en circulation routière. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, le fait que nos légitimités soient mosaïques, déjà, ça permet aux élèves de dissocier, de se départir de la confusion entre la critique des idées et la critique des personnes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit déjà, vous voyez, mais, nous sommes aujourd'hui dans une difficulté du débat. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que la toile nous promettait un village planétaire, mais ce n'est pas du tout le village planétaire, au contraire, c'est devenu l'archipel, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une atomisation de la représentation du monde par la toile, et qui est d'autant plus grave qu'elle génère des impossibilités de dialogue entre îlots. Le dialogue tourne vite à l'invective, tourne vite à l'insulte, parce qu'on n'est plus capable d'assumer ou de faire face à une contradiction. Et en partie parce qu'il y a une confusion justement sur cette question de légitimité. Nos élèves peut-être, et les adultes aussi certainement, procèdent d'une confusion, me semble-t-il, entre l'égalité en droit à s'exprimer et l'égalité de légitimité à s'exprimer, ou l'égalité de compétence. Parce que j'ai une liberté d'expression la même que toi, j'ai le droit de dire ce que je veux, et tu dois tenir compte de ce que je dis, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais on oublie au passage qu'il y a une question de compétence derrière, et il y a une question de légitimité, en effet. Rappeler à des élèves qu'ils peuvent être très forts en sciences, et c'est très bien dans la classe, et puis très mauvais, je ne sais pas moi, à la nage, à la piscine. Et on n'en fait pas une affaire de dignité ni une affaire d'humiliation. On est tous bons dans certains trucs et mauvais dans d'autres. Et moi, le premier qui arrive tout auréolé de la symbolique du chercheur dans un collège, je leur dis dans quelle matière je suis nul. Bon, ça met tout le monde à l'aise. Alors malheureusement, tous les chercheurs ne font pas ça. J'ai des collègues qui se trompent lourdement, et je serais très sévère, même gravement, je dirais. Le 6 avril 2022, les 3 prix Nobel strasbourgeois, dont Jean-Marie Laine, ont utilisé leur statut de prix Nobel pour faire une annonce publique et inviter leurs concitoyens à voter Emmanuel Macron. Et là, mes bras en sont tombés. Je me suis dit, mais quelle légitimité un prix Nobel vous donne à faire des prescriptions électorales ? On se tire une balle dans le pied à faire ça. C'est qu'on fait passer au public cette idée que parce que les gars ont un prix Nobel, ils sont omniscients, ils sont devenus omniscients, et on doit leur accorder notre confiance sur n'importe quel sujet. Et ça fait 20 ans que la télé nous savonne la planche avec ça, lorsque sur un plateau, c'est tellement fun d'interviewer Hubert Reeves sur les dernières tendances de la mode. C'est tellement fun de demander à un scientifique de s'exprimer sur un sujet qu'il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend au public en faisant ça ? On sous-entend que parce que le gars, il est chercheur, ou il a des prix X ou Y, il serait, comment dire, exemplaire dans son opinion sur tous les sujets, ce qui est absolument faux. Donc ça se travaille aussi, cette histoire de légitimité. Alors, j'ai parlé de mosaïque, et pour ne pas utiliser le mot hiérarchie, d'ailleurs, ce n'est pas de la hiérarchie qu'on a fait, c'est spécifier aussi des périmètres de validité. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est le savoir qui est devant, qui est légitime, mais dans l'espace cultuel, celui de l'église ou de la mosquée ou je ne sais quoi, dans l'espace cultuel, eh bien, c'est la croyance religieuse qui est légitime. Et ce n'est pas faire une hiérarchie que de dire il y a des endroits réservés, il y a des périmètres de légitimité réservés. Et la chance qu'on a en France, ça on peut le dire aux élèves aussi, c'est que l'espace public, précisément, l'espace public est celui dans lequel le bien collectif devrait en principe l'emporter sur les options métaphysiques personnelles, ou les options personnelles tout court, quoi. Le collectif est plus légitime que l'individuel. Ce qui fait que la grande bataille que vous connaissez, qui est à l'œuvre tous les jours, c'est que comme les églises, j'ai bien dit les églises au sens où les églises sont des religions instituées, comme elles sont instituées, elles tentent de gagner du terrain dans l'espace public, parce que le but c'est
de régir la vie des individus. Et donc il y a toujours aujourd'hui dans l'espace public la bataille de savoir si la religion est au-dessus des lois républicaines ou de savoir si les lois républicaines sont au-dessus des religions. Et là, il y a vraiment une question de hiérarchie. Là, vous avez raison, et c'est le moment de parler de laïcité à ce moment-là, vous voyez. Mais c'est parce qu'on est dans un régime républicain. On serait dans un régime théocratique, ça serait l'inverse. Les religions auraient la priorité sur le savoir scientifique. D'ailleurs, il y a des savoirs qu'on n'enseigne pas dans les régimes théocratiques. D'autres questions ? Bonjour, j'avais une question sur les croyances et les savoirs. Est-ce qu'il y a un gradient entre la croyance et le savoir ? C'est-à-dire qu'au début, une croyance, je vous crois quand vous me parlez de l'évolution, mais je ne vais pas rechercher à chaque fois le collectif qui vous a permis, pour vous, de qualifier cette affirmation de savoir. Mais pour moi, ça reste une croyance à partir du moment où c'est à vous que je fais confiance. Mmh. Oui, mais on reste dans la croyance au sens premier du terme, pas au sens religieux, mais au sens premier de la confiance que vous avez accordée à quelqu'un. Alors, je vous rassure là-dessus, nous-mêmes scientifiques, nous fondons nos expériences sur des postulats. C'est-à-dire qu'on cite des papiers antérieurs dont on sait que les savoirs qui y sont sécrétés, générés, défendus, ont été corroborés par le collectif professionnel. On sait c'est fiable, on peut s'asseoir dessus sans avoir à tout redémontrer. Si vous deviez redémontrer tous vos postulats, vous ne pourriez juste pas écrire un papier. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion, c'est le fait qu'on a besoin de se référer à. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et ceci participe de la démarche scientifique. Et ça reste fécond tant que, bien sûr, on sait qu'à tout moment, s'il y a un de ces papiers sur lequel on peut avoir un doute, eh bien, on peut entreprendre une démarche d'investigation pour vérifier que ce qu'il dit est véritablement solide ou approfondir la biblio pour vérifier que tel ou tel postulat fait bien l'objet d'un consensus. Mais vous avez raison, la construction d'un article scientifique, au cœur même de l'activité scientifique, repose sur la citation de papiers antérieurs. Seulement, en principe, ce n'est pas une posture dogmatique. C'est-à-dire que cette confiance qu'on remet, on sait qu'on peut... elle est malléable, cette confiance. Elle est ajustable, quelque part. Ce n'est pas la foi en un dogme. En tout cas, pour le dire plus exactement, ce n'est pas l'immuabilité de ce qui est dit dans l'article qu'on cite qui fait qu'on le cite. C'est le fait que ça a résisté à de multiples tentatives de déstabilisation, au contraire. Vous voyez ? D'accord. Et pardon, pour un élève, du coup, quand on lui explique quelque chose, pour lui, c'est une croyance puisqu'il a confiance en notre autorité. Mais à partir du moment où on lui explique comment il sait ce qu'il sait ou qu'on lui permette d'argumenter cette affirmation, ça devient alors un savoir pour lui ? Cognitivement parlant, oui. C'est-à-dire que si l'élève devient capable d'expliquer aux autres le pourquoi du comment de ce qu'il a appris, il est sachant. Il devient sachant. Ouais. Oui. Oui, merci. C'est une question qui va un petit peu dans le sens. Par rapport à la construction du savoir par les scientifiques, où on doit accorder aussi notre confiance à la communauté scientifique et à ce qu'elle nous propose comme savoir. Et ce que j'ai remarqué, plus pas avec mes élèves, mais plutôt autour de moi, qu'il y a peut-être aussi des fois une sorte de perte de confiance en la science, un peu par les scandales qu'il y a pu avoir depuis plusieurs années, qui sont sûrement malheureusement des épiphénomènes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte aussi de perte de confiance, et en tout cas je vois à côté de moi de gens qui penseraient qu'il y aurait une sorte de corruption latente aussi dans la science, notamment quand on touche à des questions vives, pas par exemple pour la recherche en astronomie ou ce genre de choses, mais plus sur les recherches comme tout ce qui tourne autour de la médecine, des glyphosates et toutes ces choses-là. Et est-ce que c'est vraiment un épiphénomène selon vous, ces affaires-là on va dire de scientifiques corrompus ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça de manière didactique sans dire non, c'est pas le cas. Comment on peut répondre à ça en fait ? Alors le premier pas qu'on peut faire, il était inclus dans la suite de mon exposé, si suite il y a, on verra, mais c'était la distinction entre la science entendue comme démarche appliquée, la science serviteur en quelque sorte d'une démarche appliquée dont le but est de voir surgir un procédé qui va être utile
aux humains, enfin croit-on, mais enfin, en tout cas, bon bref, il a pour but d'être utile, la science appliquée. Est-ce qu'on parle de science appliquée ou est-ce qu'on parle de science au sens de la démarche intellectuelle? C'est pas parce que dans un but appliqué, il y a des scientifiques qui, attirés par l'appât du gain, auraient produit des résultats qui prétendent faire un certain effet alors qu'ils ne le font pas, ou qui auraient caché des résultats, ou qui auraient fraudé. Enfin, est-ce que finalement le processus de la démarche lui-même a été... est-ce qu'il a subi des entorses parce qu'il y avait l'appât du gain derrière? Ceci peut exister, bien sûr, mais ce qui aura motivé celui qui fraude ne relève pas de la démarche elle-même. Ce n'est pas la démarche qui est mauvaise en soi, c'est le contexte économique et social de la science appliquée qui fait la corruption, en fait. Donc c'est la distinction entre la science au sens application technologique et la science au sens démarche intellectuelle. Si on sépare les deux, si on arrive à se dire, c'est pas parce qu'il y a des... Je vous le fais court, hein, mais ça c'est des entourloupes des groupes spiritualistes français qui nous disent la science est immorale parce qu'elle a produit, la science au sens, ils disent pas de laquelle ils parlent, mais entre les lignes, on comprend qu'ils entendent la démarche scientifique. La science est mauvaise parce qu'elle est immorale, parce qu'elle a produit les bombes atomiques, les armes chimiques, etc. Les applications sont moralement réprouvables et on va récuser la démarche scientifique au motif que les applications qu'elle produit sont moralement discutables. Alors, évidemment, il est urgent de dissocier les deux. La bombe atomique, ce n'est pas le seul raisonnement scientifique qui l'a faite. Il y a d'autres déterminants extrêmement puissants, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis d'Amérique annoncent devoir détenir l'arme atomique, l'arme absolue, avant les nazis, et on construit en 1942 un campus au milieu de rien, et on met là-dedans 200 ingénieurs, et on leur dit « maniez-vous, il nous faut la bombe avant les nazis ». Et d'ailleurs, les Américains vont réussir à l'avoir avant les nazis, puisqu'ils disposeront de l'arme absolue dès le printemps 1944. Donc il y a un contexte économique, historique, social extrêmement puissant. Et évidemment, le savoir scientifique et la démarche scientifique sont mobilisés, instrumentalisés, ou ils ont contribué bien sûr à l'émergence de cette bombe. Mais ce n'est pas la démarche qui concentre en elle-même toute la responsabilité de l'existence de la bombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette distinction à faire entre la démarche et l'application. Alors pour la corruptibilité des chercheurs, bah oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est je défends ce que je pense utile socialement de défendre, c'est-à-dire c'est l'horizon éthique du savoir scientifique. Après, ce sont des humains qui mettent en œuvre cette démarche, et les humains sont corruptibles. Alors oui, il a existé et il existe des fraudeurs, mais si on dit qu'il y a des fraudeurs, c'est bien fraude par rapport à quelle attente? C'est bien qu'il y a des attentes, en fait. Si on parle de fraudeurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des entorses à des attentes élémentaires qui sont celles dont je parle. Ouais. Donc oui, on peut pas, ne nions pas, il n'y a pas lieu de nier la corruptibilité des chercheurs. Et elle sera d'autant plus encouragée que la science se pratiquera sur contrat court, parce que le statut, la survie du chercheur, là quand je parle de survie, je parle vraiment de sa survie économique, va être rendue à des résultats de court terme sur 2 ans, et ça encourage vraiment les processus de fraude. La science, c'est pas des garanties, hein, mais le contexte qui, en quelque sorte, favorise le moins la fraude, c'est un contexte scientifique où on laisse à la démarche scientifique le temps de son propre questionnement. Ce qui n'est plus possible dans la science sur contrat qui s'amplifie aujourd'hui. Quand je dis contrat, c'est-à-dire des CD des cours, des programmes de recherche de plus en plus courts. Vous devez presque dire ce que vous avez trouvé au moment où vous postulez à un guichet, y compris à l'Agence nationale pour la recherche. C'est pas de la bonne façon de faire de la science. Enfin, en tout cas, de la gérer.